SCP-5000. Des coups de feu résonnent dans le couloir en béton du site 22 et des cris sont la seule chose qui s'échappe de chaque pièce. Une équipe d'hommes, en tenue de combat noir intégrale et masque, passe d'une section du complexe à l'autre. Pietro Wilson se cache dans son bureau, écoutant les cris de ses collègues qui implorent la pitié. Il tremble de peur de façon incontrôlable. Qui sont-ils, pense-t-il? Pourquoi tuent-ils tout le monde? Et comment nous ont-ils trouvés? Peu avant, Pietro Wilson dînait à la cantine avec d'autres employés. Un groupe d'hommes lourdement armés est entré dans la pièce, observant silencieusement les lieux. Un des scientifiques leur a demandé s'ils pouvaient les aider. C'est à ce moment-là que le carnage a commencé. L'un des hommes masqués a levé son fusil et a tiré une balle dans la tête du scientifique. Le chaos a éclaté quand les mercenaires ont levé leurs armes et ouvert le feu. Les balles fusaient de toutes parts, et Pietro a eu la chance d'échapper au tir et son piétinement en fuyant par la porte arrière de la cafétéria. Il a couru jusqu'à son bureau, a claqué la porte et s'est caché sous son bureau. Maintenant, assis par terre, les jambes repliées contre sa poitrine, il tremble de façon incontrôlable. Après quelques minutes, il réussit à respirer profondément et à calmer son cœur. Il reprend le contrôle de son corps, mais reste envahi par la peur et l'adrénaline. Pietro rampe jusqu'à la porte de son bureau. Il tend la main, tire sur la poignée et un léger déclic se fait entendre lorsque le loquet se libère. Il entrouvre la porte et jette un coup d'œil dans le couloir. Les lumières de secours vacillantes illuminent le couloir pendant quelques secondes avant de le replonger dans l'obscurité. Il n'y a personne en vue, mais au détour du couloir, des éclairs de lumière provenant de tirs de mitrailleuses clignotent dans le couloir. Les cris des ouvriers du site 22 sont réduits au silence. Pietro respire profondément, pousse davantage la porte. Il sort de son bureau en rampant et s'éloigne de la violence. Malheureusement, pour échapper au chaos, il doit s'enfoncer plus profondément dans les entrailles du site 22. La sortie est de l'autre côté, mais il est trop effrayé pour se diriger vers les hommes armés. Il se relève, époussetant sa combinaison bleue de technicien. Les lumières s'éteignent en clignotant. Le couloir devient sombre. Il tend les mains et touche le mur frais et humide. Il avance à tâtons dans le couloir, nageant dans l'obscurité. Après un moment, les lumières clignotent, puis se rallument. Pietro regarde par-dessus son épaule pour vérifier qu'il est en sécurité. Debout, au bout du couloir, se tient un soldat vêtu entièrement de noir, avec un masque couvrant son visage. Le soldat reste immobile. Pietro se tourne pour lui faire face. Ses yeux s'écarquillent. Son cœur s'emballe. Il n'arrive plus à respirer. La silhouette ne bouge pas. Puis les lumières vacillent à nouveau et Pietro se détache du mur et s'enfuit, aveugle dans l'obscurité. Il sprinte aussi vite qu'il peut quand soudain un grand craquement retentit et une balle siffle près de sa tête. Il sent le vent effleurer sa joue. Il court toujours. Les lumières se rallument. Il regarde par-dessus son épaule. Maintenant, tout un groupe d'hommes armés le poursuit dans le couloir, armes levées. Il tourne au coin du couloir et descend un escalier, s'enfonçant plus loin dans le site 22. En bas de l'escalier, il y a un court couloir avec une porte au bout. Il n'y a nulle part ailleurs où aller. Il sort une carte d'accès de sa poche, la manipule maladroitement et la fait tomber par terre. Pietro se penche pour la ramasser, évitant de justesse une balle qui siffle là où sa tête se trouvait. Le projectile pénètre la porte en métal et il récupère sa carte d'accès au sol et la place sur le scanner. Il déverrouille la porte, se précipite dans la pièce, se retourne rapidement et la referme. Elle se verrouille automatiquement. La dernière chose qu'il voit, ce sont les assassins qui courent vers la porte. Les lumières s'allument dans la pièce où Pietro se tient. La pièce a seulement une porte, sans fenêtre, ni bouche d'aération. Elle est complètement isolée. Au milieu de la pièce se trouve SCP-5000. Il savait qu'il y avait un SCP dans cette pièce qui était désigné SCP-5000, mais il n'a jamais su ce que c'était réellement. Le voici maintenant en train de le regarder. Un harnais mécanique à l'apparence étrange suspendu au milieu de la pièce. De violents coups retentissent soudain à la porte. Les hommes armés tentent de forcer l'entrée. Il ne leur faudra plus longtemps pour ouvrir. N'ayant nulle part où aller, Pietro Wilson sait qu'il est condamné. Il regarde SCP-5000 et secoue la tête, se demandant ce qu'il a à perdre. Il le dit à voix haute. « Seulement ta vie ?» Une voix dans sa tête répond. Il s'approche de SCP-5000 et le décroche de l'endroit où il est suspendu. C'est lourd. La combinaison mécanique arbore des symboles qui lui sont inconnus. Il ne sait que les rumeurs qu'il a entendues d'autres employés du site 22 concernant la combinaison. Apparemment, elle serait apparue pour la première fois dans un éclair de lumière dans la chambre de confinement d'un SCP-Keter au site 62C. La désignation de ce Keter était SCP-579. La seule autre chose que Pietro sait, c'est que tout le monde au site 62C a été massacré lorsque le confinement a été rompu. SCP-5000 a été retrouvé désactivé à côté d'un tas de corps. Il enfile le harnais et comme s'il avait une vie propre,
SCP-5000 commence à s'ajuster exactement aux dimensions de son corps. La combinaison s'étend sur sa peau, enveloppant son corps dans une armure qui commence à se resserrer. Pietro Wilson commence à crier alors que SCP-5000 l'enveloppe. La combinaison remonte le long de sa nuque et enveloppe entièrement sa tête, étouffant ses cris. La porte explose suite à une détonation contrôlée. Quand la poussière et la fumée se dissipent, des hommes masqués pénètrent dans la pièce. Leurs lampes torches scrutent la pièce à la recherche du technicien insaisissable qui venait d'y pénétrer. La pièce est vide. Au centre de la pièce se trouve un support vide. Les hommes se dispersent, mais il n'y a pas d'autre issue. La pièce est un simple carré de béton. Ils sont déconcertés, se demandant où il est passé. L'un d'eux crie. Pietro Wilson s'était évanoui à cause de la douleur provoquée par la combinaison qui s'attachait à son corps. Il reprend connaissance, toujours debout, au milieu de la pièce. Encerclé par des hommes en tenue de combat noir qui le cherchent, il retient son souffle et ferme les yeux, mais les coups de feu ne viennent pas. Il ouvre un œil et regarde autour de lui. Pourquoi ne m'ont-ils pas encore tué, pense-t-il. Il tourne lentement la tête alors que les hommes passent près de lui, leurs armes levées. Il entend quelqu'un dire « Où est-il passé ? Je suis juste ici », pense-t-il. « Suis-je mort ?» Pietro baisse les yeux et voit que tout son corps est contenu dans SCP-5000. Il lève la main et la passe devant son visage. Il est clairement encore en vie, mais il semble que les tueurs ne puissent pas le voir. Il s'approche de l'un des mercenaires et agite la main devant le visage de l'homme. Aucune réaction. Il pense que la combinaison l'a rendu invisible. Pietro regarde l'un des hommes pour voir s'il peut découvrir qui ils sont et pourquoi ils ont tué tout le monde sur la base. La manche de la veste de l'homme porte l'inscription Zeta 19. Il n'a jamais entendu parler de Zeta 19 auparavant, mais ils doivent faire partie d'une organisation qui essaie de saper la fondation SCP. Les hommes, perplexes, fouillent encore la pièce vide, ne sachant pas où est parti le technicien. Pietro se glisse parmi les hommes et sort par la porte d'entrée. Pietro Wilson trébuche sur des débris en traversant les ruines de ce qui était autrefois une porte. Il tend la main pour se rattraper, mais chute malgré tout. Il ferme les yeux, sachant qu'au moment où il touchera le sol, tous les hommes qui le traquent seront alertés par le bruit de sa chute. Mais l'impact n'arrive jamais. Quand Pietro ouvre les yeux, c'est comme s'il flottait juste au-dessus du sol. Il regarde ses pieds. Les orteils de la combinaison sont fermement ancrés au sol comme des aimants puissants sur du fer. SCP-5000 a empêché sa chute et le maintient en place uniquement grâce aux pieds de la combinaison. Il tend la main et la pose doucement sur le sol. Il se pousse pour se mettre en position debout. Il se retourne pour observer de nouveau la pièce. Les hommes cherchent toujours Pietro, qui se ferait un chemin à travers le site 22. Il passe devant son bureau et se dirige vers la sortie. En passant devant les laboratoires et les autres pièces du site 22, il ne trouve qu'un carnage. Tout le monde a été tué. Une balle supplémentaire a été placée dans la tête de chaque personne pour s'en assurer. Il semble que la seule mission de ces hommes était de tuer tout le monde et de s'assurer qu'ils restent morts. Il continue vers la sortie du site 22 qui est gardé par deux hommes. Alors qu'il s'approche des deux hommes lourdement armés, Pietro veille à être aussi silencieux que possible. Ce n'est pas une tâche difficile car le SCP-5000 lui a donné des capacités de furtivité. Il remarque que même ses pas ne produisent aucun bruit. C'est presque comme si la combinaison lui permettait de glisser sur le sol. Il est presque à la sortie. Ensuite, il sera enfin libre. Il inspire profondément, se tourne et se faufile entre les deux gardes à l'entrée. Au moment où il s'apprête à laisser ce cauchemar derrière lui, un des gardes se retourne brusquement. L'épaule de l'homme heurte Pietro Wilson, le déséquilibrant et le projetant contre le deuxième garde. Il crie « Qu'est-ce que c'est ?» crie l'un d'eux, levant leur arme vers l'objet invisible qui vient de les heurter. C'est alors que SCP-5000 prend le contrôle du corps de Pietro. La combinaison attrape l'un des hommes à la gorge et écrase instantanément son larynx d'une pression. La combinaison brise la nuque du premier homme d'une légère rotation puis se tourne vers le deuxième. Même le masque noir de l'homme ne peut cacher sa terreur. Mais Pietro n'a aucun contrôle sur les actions de SCP-5000. C'est la première fois qu'il tue. La combinaison propulse Pietro contre le second homme, le plaquant au mur. Elle attrape alors le sommet de la tête du mercenaire et la frappe contre le béton encore et encore, jusqu'à ce que les cris de l'homme s'éteignent. La combinaison lâche l'homme et son corps sans vie glisse au sol tandis que Pietro recule. Lorsqu'il reprend connaissance, il se trouve à l'extérieur du site 22, debout au sommet d'une colline, regardant les installations en contrebas. Il observe ses mains et son corps, toujours enfermés dans SCP-5000. Il y a un éclair de lumière et un affichage tête haute s'allume.
Il ne reconnaît aucun des symboles, mais lorsque ses yeux passent d'une zone de l'écran à l'autre, les symboles se mettent en surbrillance. Devant ses yeux, des symboles se transforment en mots qu'il arrive à lire. L'un des symboles indique désormais « Entrée du journal », ne sachant quoi faire d'autre. Pietro commence à raconter ce qui lui est arrivé au site 22. Il traverse le désert vers la planque la plus proche de la fondation SCP. Il sait qu'une fois là-bas, il pourra contacter ses supérieurs pour obtenir de l'aide et de nouvelles instructions. Peut-être trouvera-t-il un moyen de convaincre SCP-5000 de le libérer. Alors qu'il avance péniblement, Pietro Wilson remarque que son cerveau lui dit qu'il a soif, mais les signes vitaux sur l'écran du casque indiquent qu'il est en bonne santé. En fait, il est en excellente santé. Ses signes vitaux sont parfaits. La combinaison lui fournit tous les nutriments nécessaires. Elle a même réparé son genou abîmé, blessé à l'université en jouant au football américain. L'articulation elle-même a été guérie d'une manière ou d'une autre. Pietro arrive enfin à la planque et ouvre la porte. C'est calme et poussiéreux. Il semble que l'endroit est abandonné depuis des années. Il tente de contacter la fondation via la station de communication, mais n'obtient que des interférences. Il abandonne, s'approche de la télévision et appuie sur le bouton d'allumage. L'écran grésille en s'allumant, révélant une image choquante. Les SCP avaient été relâchés dans le monde entier et tuaient des millions de personnes. Pietro se réveilla brusquement d'un cauchemar, se demandant ce qui se passait. Il hyperventilait, mais son corps se remit presque immédiatement et sa respiration ralentit. Un affichage tête haute s'alluma devant ses yeux. Pietro Wilson restait confiné à l'intérieur de SCP-5000. La combinaison refusait de le libérer. Il voulut instinctivement se frotter les yeux, mais les mains métalliques de la combinaison heurtèrent le casque couvrant sa tête. Il voulait sortir de cette combinaison. Pietro se leva et s'approcha de la télévision. Il tendit la main pour l'allumer, mais hésita, se demandant s'il voulait vraiment voir à quel point les choses avaient empiré depuis qu'il s'était endormi. Mais il devait savoir. Rempli d'effroi lorsque la télévision s'alluma, il vit les premières images. Le monde avait l'air de toucher à sa fin et il semblait que la fondation SCP en était responsable. Comment cela pouvait-il être possible ? Ils étaient insensés protéger l'humanité, pas la détruire. Pietro devait percer le mystère de la situation. SCP-5000 avait une fonction de journalisation que Pietro pouvait utiliser pour enregistrer tout ce qu'il découvrait. Même s'il ne s'en sortait pas vivant, peut-être qu'un jour, quelqu'un trouverait la combinaison et pourrait accéder à ce qu'il avait appris. Sa première entrée de journal date du 1er février 2020. Alors que Pietro regardait le carnage à la télévision, il commença à rassembler les morceaux de ce qu'il avait vu lui-même. Il savait qu'une équipe d'opérations spéciales avait exécuté tout le monde sur le site 22 où il travaillait. Il savait que les SCP avaient été libérés et que le monde allait bientôt prendre fin. Mais pourquoi ? Pendant que Pietro y réfléchissait, un présentateur de journal télévisé apparut. Vous avez vu des reportages du monde entier montrant des monstres dévastant villes et villages. Tout cela a commencé avec un message mystérieux d'une organisation qui se fait appeler la Fondation SCP. Le Conseil O5, leur organe dirigeant, a publié la déclaration suivante. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant de notre existence, nous représentons l'organisation connue sous le nom de Fondation SCP. Notre mission précédente était centrée sur le confinement et l'étude d'objets, d'entités et d'autres phénomènes anormaux. Cette mission a été au centre de notre organisation pendant plus de 100 ans. En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, la directive a changé. Notre nouvelle mission sera l'extermination de la race humaine. Il n'y aura plus de communication. Il n'en croyait pas ses yeux. La Fondation SCP avait déclaré la guerre à la race humaine. Comment cela pouvait-il être possible ? Qu'est-ce qui avait conduit le Conseil O5 à passer de la protection de l'humanité à sa destruction totale ? Se pourrait-il qu'un SCP puissant ait pris le contrôle ou influencé le Conseil ? Pietro alluma la radio, zappa les chaînes de télévision et parcourut Internet à la recherche d'informations sur ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. La première image qu'il vit fut celle d'une créature humanoïde avec des bras et des jambes 2 fois plus longs que la normale, des yeux d'un noir profond et une bouche tordue dans un cri silencieux, dévoilant des dents aussi tranchantes que des lames de rasoir. D'après les dossiers auxquels il avait accès, Pietro apprit qu'il s'agissait du SCP-096, une créature docile jusqu'à ce que quelqu'un voie son visage. À ce moment-là, le SCP se mettait à hurler et à pleurer avant de traquer quiconque avait vu son visage et de l'abattre. Il changea vite de chaîne. Le dossier révélait que, même aperçu à l'écran, SCP-096 retrouverait le spectateur et le déchirerait membre par membre. Cela semblait incroyable. Des millions de téléspectateurs venaient potentiellement de le voir. Quel serait leur sort ? Que lui arriverait-il ?
Sur la chaîne suivante, des images montraient un animal énorme au milieu de l'océan. C'était le SCP-169, un léviathan de l'ère précambrienne. La créature mesurait environ 5000 km de long et nageait lentement juste sous la surface de l'océan. Le flux a soudainement changé pour montrer des images de tsunamis dévastateurs et de destruction causées par des tremblements de terre. Lorsque SCP-169 a été réveillé par la Fondation qui a fait exploser des bombes nucléaires sur son dos, il a tenté de fuir le danger. Les mouvements du monstre géant ont engendré des désastres naturels, ravageant les communautés littorales du globe. Sur une autre chaîne, Pietro regardait le chancelier d'Allemagne prononcer un discours annonçant que le pays déclarait la guerre à la Fondation SCP. Hors caméra, on pouvait entendre le tintement d'une clochette. Un homme vêtu comme un majordome de l'époque victorienne entra et prit un stylo sur le bureau du chancelier. Il s'approcha du chancelier et leva le stylo alors que la caméra coupait, mais on entendit des coups de feu et des cris avant l'interruption de la transmission. Selon les informations, le même majordome est impliqué dans des incidents similaires avec des dirigeants mondiaux depuis le changement de mission de la Fondation SCP. Pietro fouilla dans les poches du costume pour comprendre la situation et découvrit que le SCP-662 devait y être lié. Une maladie de peau étrange, SCP-610, a frappé New York et Delhi. Elle provoquait éruption et furoncle avant de chercher à contrôler le corps de l'hôte. Il y avait tout de même une bonne nouvelle, car l'épidémie semblait avoir été contenue grâce aux efforts conjoints de la Coalition mondiale occulte et de l'Église du Dieu brisé. Et puis, une mauvaise nouvelle, car le SCP-682 avait également été libéré. Une créature gigantesque semblable à un crocodile dont l'unique but était d'anéantir toute vie. Il était animé par la haine des êtres vivants, ce qui en faisait l'outil parfait pour la nouvelle mission déclarée du Conseil O5. Pietro avait entendu des rumeurs sur des SCP pouvant détruire le monde en un instant, mais la Fondation ne semblait pas encore avoir pris cette voie, pour le moment. Les membres de la Fondation SCP avaient-ils des opinions divergentes sur la préservation de la planète et les actions du Conseil O5 ? Tout ce que Pietro savait, c'est qu'en ce moment, il y avait de véritables SCP dangereux qui couraient partout, et semaient le chaos. Pietro entendit soudain une explosion au loin, assez éloignée mais tout de même assez proche pour le rendre nerveux. Peut-être valait-il mieux pour lui de rester planqué et d'attendre la fin du monde. La combinaison le gardait en bonne santé, nourri et indétectable par ses ennemis. N'importe quelle personne saine d'esprit serait restée là, à l'abri et en sécurité, mais Pietro avait besoin de réponses. Il estimait que c'était sa responsabilité de consigner et d'essayer de comprendre tout ce que faisait la Fondation SCP. Il afficha une carte des sites SCP de la région sur son écran. Le plus proche était le site 19. Il était temps de s'aventurer à la fin du monde pour trouver des réponses, mais il allait bientôt être confronté à encore plus de questions. En route vers le site 19, Pietro découvrit une escouade de soldats de la Fondation dans une clairière, ce qui était étrange. Ils se tenaient au garde-à-vous pendant que leur commandant arpentait la ligne de long en large. Les uniformes des soldats portaient l'insigne mobile Task Force Epsilon 6 brodé dessus. La commandante s'arrêta devant le premier soldat, frappa dans ses mains et l'informa qu'elle allait commencer l'inspection. La commandante sortit un long couteau et le planta dans l'épaule du soldat. Étrangement, le soldat resta immobile et silencieux, sans aucune réaction. Elle répéta le processus avec le soldat suivant. Cela continua le long de la ligne jusqu'au 8e soldat. Cette fois, lorsque le commandant poignarda l'épaule du soldat, il grimaça visiblement et poussa un cri de douleur. Le commandant cria « En voilà un vivant !» Pietro regarda les soldats lever leurs fusils et tirer sur celui qui avait crié. Il s'effondra. Le commandant poignarda le dernier soldat à l'épaule. Le commandant cria « D'accord, c'est bon, en avant, on y va ?» Mais il n'y eut aucune réaction. Pietro attendit que l'escouade soit hors de vue et se dirigea vers le cadavre allongé sur le sol. Il récupéra des armes et des fournitures médicales de base. Puis, il enterra le corps et consigna ce qu'il avait vu dans le journal du SCP-5000. Il ignorait la raison du meurtre de ce soldat et l'insensibilité des autres face à la douleur. Peut-être qu'ils n'étaient pas humains, mais une escouade de SCP avec un infiltré parmi eux. Rien de tout cela n'a de sens, pensa Pietro, avant de continuer son chemin. En arrivant au site 19, Pietro le trouva en désordre, et pire encore, pratiquement tous les SCP qui étaient détenus sur le site avaient rompu leur confinement. Il a pu entrer dans le complexe sans être remarqué, et au fond de l'installation, il a trouvé des scientifiques et des chercheurs vacants à leurs occupations, comme s'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans le monde extérieur. Ils devaient sûrement suivre les ordres du Conseil O5.
Pietro a écouté des conversations sur la façon de provoquer le maximum de pertes humaines et sur quel SCP devait être libéré ensuite. Il ressentait une haine profonde envers les personnes présentes dans l'installation. Comment pouvait-il envisager si légèrement d'anéantir l'humanité? En observant de plus près les employés du site 19, il nota une étrangeté. Les yeux de chacun étaient un froid et vides, dénués de toute humanité. Comme si quelque chose avait atteint ces scientifiques et leur avait retiré l'âme du corps. Pietro a volé les identifiants d'un membre du personnel supérieur et a accédé aux journaux de l'installation depuis un bureau vide pour tenter de comprendre la chronologie des événements ayant poussé la fondation SCP à déclarer la guerre à l'humanité. Il s'est connecté au système central et a affiché les entrées de fin d'année. Il a découvert que fin 2019, le projet NUMA a beaucoup intéressé le Conseil O5. D'après Pietro, le projet a été lié à la conscience humaine collective, aussi connue sous le nom de psychoespace. Apparemment, les chercheurs de la SCP avaient en fait une percée dans la cartographie du psychoespace. Malheureusement, de nombreux fichiers avaient été expurgés et Pietro n'avait aucun moyen d'accéder à la version non expurgée. Après que NUM ait été porté à l'attention du Conseil O5, des ordres ont été envoyés au personnel supérieur et au directeur de site, mais ces ordres avaient été expurgés. Après l'envoi des ordres, une vague de démissions avait déferlé sur toute la fondation. De façon suspecte, une vague de suicides avait également eu lieu à peu près au même moment. Que contenaient ces ordres? Le Conseil O5 a alors envoyé un certain nombre de dossiers à tout le personnel supérieur et au directeur de site, avec pour instruction de diffuser ces documents auprès de leurs subordonnés, après quoi les démissions et les décès ont immédiatement cessé. Pietro a cherché partout ce que contenaient ces dossiers, mais comme tant d'autres informations dans la base de données SCP, celles-ci avaient également été expurgées. Il était évident que la fondation SCP avait entamé les préparatifs pour l'extermination de l'humanité l'année suivante. Le journal d'entrée du 1er février 2020 indiquait « Des forces mobiles sont déployées sur tous les sites d'exclusion pour exécuter tout le personnel ». Immédiatement après la conclusion de ces missions, la Fondation déclare la guerre à l'humanité. C'est ici que le voyage de Pietro Wilson avait commencé. Il frappa rageusement l'écran de son ordinateur. La combinaison absorba tout l'impact et écrasa l'écran en deux. Pietro se dirigea vers un nouvel ordinateur non fracassé et se reconnecta. Cette fois, il consulta les entrées récentes pour voir les dernières actions du Conseil O5, cherchant des réponses dans le présent. La fondation SCP avait été occupée pendant qu'il allait au site 19. Ils avaient relâché SCP-0-148 à Paris, qui menait maintenant une horde d'ours sur les Champs-Élysées. Au loin, Pietro crut distinguer un énorme ours en peluche rouge déambulant entre les bâtiments. La fondation SCP ripostait aussi contre les organisations qui s'y opposaient. Ils utilisaient le SCP-0129-0 pour lancer des projectiles sur la base de la coalition occulte mondiale. Le SCP-1440 était également utilisé pour manipuler mentalement les gens et les pousser à la révolte. La panique a engendré une destruction massive et des morts par piétinement. Pietro trouvait triste qu'un vieil homme à l'apparence si bienveillante puisse causer autant de destruction. Il a enregistré le maximum possible avant de décider de quitter le site X9. Bien que SCP-5000 le rende toujours indétectable, il ne pouvait s'empêcher de sentir que les yeux sans vie du personnel se tournèrent de plus en plus souvent vers lui. Lorsque Pietro quitta le site 19, le ciel brillait d'une lueur orange due aux incendies ravageant de nombreux bâtiments. Il lui fallait plus de réponses. Il devait découvrir pourquoi la fondation SCP tentait de détruire l'humanité. Il avait beaucoup appris du site 19 et il était sûr que s'il pouvait simplement atteindre le site suivant, il finirait par comprendre le motif de la fondation et peut-être même comment les arrêter. Il avança d'un pas, mais son affichage tête haute devint soudain totalement noir. La combinaison se resserra, ralentissant l'afflux de sang vers son cerveau. Il ne pouvait plus bouger, alors que sa vision devenait de plus en plus floue, de plus en plus sombre, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Pietro demande ce qui s'est passé en observant les signes vitaux affichés sur le SCP-5000. Il est toujours contenu dans la combinaison d'exclusion qui le rend indétectable au sens humain. Il vérifie la date et pousse un cri de surprise. 3 mois ? Il a été inconscient pendant 3 mois, il se lève et regarde à travers le paysage désertique. L'écran dans la combinaison montre qu'il a parcouru la moitié du pays depuis son départ du site 19 il y a 3 mois. Pietro baisse les yeux vers l'une de ses mains. Il tient une mallette en cuir. « D'où ça vient ?» se demande-t-il. Pietro n'a aucune idée de ce qu'il y a dans la mallette, mais il sait que ce n'est certainement pas rond.
Malgré ses efforts pour lâcher prise, ses doigts restent crispés. Il utilise son autre main pour essayer de détacher la mallette de lui-même, mais sa main ne fait que s'y agripper encore plus fort. Puis, une vague de calme l'envahit. Quelque chose à l'intérieur de sa tête lui parle, mais ce n'est pas une voix, c'est plutôt une sensation. C'est un sentiment de but, et la nouvelle mission de Pietro dans la vie est de livrer cette mallette à SCP-579. Rien d'autre n'est aussi important. Pietro Wilson prend une profonde inspiration et embrasse son nouveau but dans la vie. Il veut toujours découvrir pourquoi la Fondation SCP essaie d'anéantir l'humanité, mais cela devra attendre qu'il remette la mallette à SCP-579. Pietro ne sait pas exactement où se trouve 579, mais il sent une attraction dans une certaine direction, alors il commence à marcher. Pietro consulte les données de la combinaison SCP-5000 issues de la base de la Fondation. Il découvre que toutes les informations sur SCP-579 ont été effacées des archives. La seule information utile dans le dossier est que le SCP de niveau Keter se trouve au site 62C. Au moins, Pietro a une destination vers laquelle se diriger. Il voyage pendant des jours sans voir une âme qui vive, mais il croise des milliers de cadavres. Il tente de les ignorer, mais l'un d'eux capte son attention dans une maison pendant qu'il cherche des provisions. C'est le corps d'un garçon récemment décédé. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans. Il était si jeune, pense Pietro. Il se penche pour ramasser le corps et l'enterrer dehors. Quand sa main touche le corps, la peau du garçon se met à bouger. C'est comme si des centaines de petites créatures grouillaient juste sous la peau. Puis, de chaque orifice sortent des centaines de petits vers pâles, chacun avec le visage du garçon. Ils ricanent tous en rampant hors du corps du garçon, se dirigeant vers une bouche d'égout à proximité. Pietro saute en arrière et s'enfuit en courant. C'est la dernière personne que j'essaie d'enterrer, pense-t-il. Pietro avance les centaines de petits vers rieurs, entend ses pensées, jusqu'à ce qu'il mette une distance significative entre lui et le corps du petit garçon. Pietro continue de marcher en direction du site 62C. Il passe devant d'autres cadavres, mais décide de les éviter. Malgré la combinaison permettant à Pietro de ne pas se reposer, sa vitesse reste limitée. Il entre dans une petite ville abandonnée qui ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un vieux film de western. Une boule de foin roule sur la route poussiéreuse. Pietro s'assoit sur la marche en bois du saloon local et fait une pause. Il baisse les yeux vers la mallette qu'il tient à la main. Il n'a pas eu envie de l'ouvrir, seulement de la livrer à SCP-579. Pietro pose la mallette sur ses genoux, il la fixe, fait glisser ses mains sur le cuir, s'arrête avec son pouce sur le loquet et appuie. Les verrous sautent, Pietro ouvre la mallette, une lumière vive jaillit et il s'évanouit. Lorsque Pietro se réveille, il se trouve bien plus proche du site 62C. Une sensation de chaleur enveloppe son corps. Il regarde la mallette désormais fermée. « Waouh, ce truc, c'est comme mon propre bouton de saut », pense Pietro. Il soulève la mallette, ouvre les verrous, voit la lumière éclatante et s'évanouit de nouveau. Il se réveille encore une fois très loin de l'endroit où il était. Ce n'était donc pas un cas isolé. Pietro continue de traverser le pays, alternant entre l'utilisation de ses propres jambes et la magie contenue dans la mallette. Il avance plus vite désormais. Alors qu'il traverse une forêt dense et feuillue, il tombe sur une meute de loups en train de dévorer les restes d'un agent de la SCP. Pietro est indétectable pour les loups grâce à la combinaison SCP-5000 et il s'approche de la meute, attrapant discrètement un ordinateur portable posé au sol à côté du corps de l'agent. Pietro s'enfonce dans la forêt avec l'ordinateur portable, s'arrête et l'allume. Il n'a pas oublié les horreurs que la Fondation SCP a libérées et il a besoin de savoir comment le monde a évolué au cours des derniers mois. Ce qu'il découvre n'est pas bon. La Fondation SCP a provoqué l'éruption de Yellowstone, détruisant SCP-2000 qui, à l'insu de Pietro, contenait le dispositif de sécurité permettant de reconstruire la société humaine en cas de scénario apocalyptique, ce à quoi la situation commençait de plus en plus à ressembler. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que la suie et les cendres projetées par l'éruption n'obscurcissent le soleil dans la majeure partie de ce qu'il reste des États-Unis. La Fondation a également trouvé un moyen de faire en sorte que SCP-2000-241 fasse leur sale boulot dans les camps de réfugiés. Le jeune garçon aux cheveux bruns est très probablement manipulé par la Fondation sous prétexte qu'ils ne font que ce qui est le mieux pour leur enfant. Il a incité des groupes de réfugiés à s'entretuer, provoquant un massacre.
La dernière entrée indique que le jeune garçon est envoyé au bastion de la coalition occulte mondiale à Ganzir pour aider à éliminer certaines des dernières menaces contre la fondation SCP. Une série d'autres SCP ont été envoyés par la fondation à travers le monde pour poursuivre la destruction de l'humanité. Ils ont même réussi à utiliser des anomalies temporelles pour faire en sorte que ce soit Noël partout dans le monde, afin que SCP-4666, la créature brutale du temps des fêtes qui traque les maisons des enfants, soit libre de semer le chaos. Pietro en avait assez vu. Il referme violemment l'ordinateur portable, le jette contre le tronc d'un arbre, puis rouvre la mallette. Il se réveille, debout à quelques mètres d'un groupe de soldats de la coalition occulte mondiale assis autour d'un feu de camp. Ils pensent qu'ils savent peut-être pourquoi la fondation SCP tente de détruire le monde. Ils décident qu'il est trop risqué de se montrer aux soldats, mais ils trouvent un certain réconfort à s'asseoir autour du feu de camp avec d'autres humains vivants. Les soldats partagent des histoires sur ce qui se passe. Une photo attire l'attention de Pietro Wilson. Bien qu'étrange, elle pourrait contenir un indice sur la raison pour laquelle la fondation SCP tente d'anéantir l'humanité. Un soldat raconte un événement dont il a été témoin avant de quitter le quartier général de la coalition occulte mondiale à Genzir. Il venait de capturer un soldat de la fondation SCP qui tentait de s'infiltrer dans la base. Le nom de l'infiltrateur était Samuel Ross. Il avait été attaché à une chaise d'interrogatoire et questionné. Les enquêteurs n'obtenaient aucun résultat jusqu'à ce que Ross soit menacé de torture. Il a répondu « Faites ce que vous voulez ». Quand vous réalisez que vous n'êtes pas supposé ressentir la douleur, plus rien ne vous effraie. Pietro se redresse et commence à écouter plus attentivement. Il se souvient d'être tombé sur des soldats de la SCP en se rendant au site 19 qui affichait la même mentalité d'absence de douleur que ce Samuel Ross semble avoir. Après cette déclaration étrange de Samuel Ross, on entendit le bruit du vent. Cela a débuté doucement, puis s'est intensifié jusqu'à hurler comme un ouragan. À ce moment, les cris ont commencé, devenant plus forts jusqu'à atteindre des aigus perçants. Puis la pièce est devenue complètement silencieuse. La dernière chose que Samuel Ross a dite, c'est « Regardez ce que vous vous êtes fait ». Je vous avais dit que ça ne vous plairait pas, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous entendez votre voix. Mais vous vouliez tellement savoir. Je vous appréciais vraiment, alors j'essayais d'être gentil. On est tellement gentil avec toi, tu sais. Nous nous battons dans la lumière pour que tu puisses mourir dans l'obscurité. Dégoûtant. Pietro s'accroupit sur ses talons et se balance d'avant en arrière. Il a un pressentiment inquiétant qu'il y a un lien entre l'absence de douleur chez les soldats SCP et la raison pour laquelle la Fondation a déclaré la guerre à l'humanité. Le soldat qui a raconté l'histoire de Samuel Ross se lève. C'est après cet entretien que la destruction de Ganzir a commencé de l'intérieur. C'est pourquoi la coalition occulte mondiale n'existe plus. Que Dieu nous aide. Son histoire terminée, le soldat se détourne et s'éloigne des autres. Alors que le soldat se dirige vers les bois, Pietro distingue à peine qu'il sort son pistolet de son étui avant de disparaître dans l'obscurité. Le monde est vraiment devenu fou. Pietro ouvre la mallette et s'évanouit. Pietro continue sa marche d'un pas lourd. Il avance sur un sentier rocailleux au milieu de la forêt et sa volonté de continuer s'épuise peu à peu. La seule raison pour laquelle il ne s'est pas assis pour abandonner, c'est cette envie irrésistible de livrer la mallette à 579. Il veut tellement se concentrer et découvrir pourquoi la Fondation a relâché les SCP sur l'humanité, mais le besoin d'atteindre 579 l'empêche de penser à autre chose. Il a cependant remarqué qu'à chaque fois qu'il ouvre la mallette pour essayer d'avancer, il fait de moins en moins de progrès. La sensation chaleureuse des premiers transports a été remplacée par un mal de tête nauséeux à chaque fois qu'il sort de la transe. Pietro sort de la forêt et arrive dans un champ ouvert. Le vent souffle à travers les hautes herbes qui ressemblent à des vagues vertes et des statues sont disséminées un peu partout dans le champ. En s'approchant, Pietro voit qu'il s'agit de statues de soldats de la force d'intervention mobile de la Fondation. Il s'approche lentement des statues de marbre blanc. Il atteint la première et regarde le visage du soldat figé. Ses yeux ont été arrachés. Il ne reste que des orbites noires et vides. Les bras du soldat ont été taillés en lame, comme une mante religieuse. Il passe devant la première statue et s'avance vers la suivante, où il entend quelque chose bouger dans l'herbe derrière lui. Il se retourne brusquement, persuadé que la statue a légèrement changé de position. Non, c'est fou, pense Pietro.
Il continue vers la statue suivante. C'est une autre sculpture d'un soldat mobile Task Force. Pas d'yeux, des lames à la place des bras. C'est vraiment flippant, dit Pietro à voix haute. Il traverse le champ, monte une colline et se retourne pour contempler le champ de statues. Ce qu'il voit est terrifiant. Les statues se sont déplacées et ont changé de position. On dirait qu'elles traversaient la zone en cherchant quelque chose. Ou quelqu'un. Pietro franchit la colline et rencontre un groupe de réfugiés. Ils cherchent de la nourriture dans le champ. Un brouillard commence à apparaître. Le vent le balaie à travers la prairie. Pietro observe de loin alors que le brouillard enveloppe le petit groupe. Des cris éclatent soudain, accompagnés du son des lames perçant la chair. Les cris cessent presque immédiatement. Pietro dévale la colline en courant vers les réfugiés. Le brouillard se dissipe. Le groupe de personnes a été décimé. Au milieu du carnage se tient l'une des statues de soldats de la force d'intervention militaire du sang dégoulinant de ses bras lames. Pietro sait quoi faire. Il s'enfuit. Après quelques kilomètres, Pietro ralentit pour récupérer. Ces statues, probablement créées par la Fondation, semblent figées sur place, pense-t-il. Mais dès que tu détournes les yeux d'elles, elles peuvent bouger à une vitesse fulgurante. Même en combinaison, mon regard peut les stopper. Mais elles ne peuvent pas me voir. Elles doivent savoir que je suis là, puisqu'elles sont immobiles. Pietro Wilson ouvre la mallette une fois de plus, sans savoir que ce serait la dernière fois. Lorsqu'il se réveille, il se trouve près du site 62C. Il sent qu'il est attiré plus fortement que jamais dans la direction de sa destination. Il marche sur une route déserte, passant devant les carcasses de véhicules brûlés, et au bout se trouve la porte du site 62C. Il n'y a aucune sécurité ni garde. On dirait que le site a été abandonné depuis longtemps, et la porte est de grande ouverte, invitant Pietro Wilson à entrer dans le site 62C où le SCP-579 l'attend. Pietro Wilson entre dans le couloir sombre qu'il sait, d'une manière ou d'une autre, mener vers la crypte du site 62C. Les murs dégoulinent de ce qu'il espère être de l'eau provenant de tuyaux qui fuient, mais cela a une odeur métallique, et c'est bien trop rouge pour être réellement de l'eau. Il commence à se sentir nauséeux. Respirer devient de plus en plus difficile, même avec la combinaison SCP-5000 qui n'arrive pas à le calmer. Il fait demi-tour et remonte les escaliers pour sortir du site 62C. Pietro commence à sangloter de façon incontrôlable, alors que les souvenirs de tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois étouffent bien sa volonté de continuer. Puis, comme si une force invisible refusant de le laisser partir prenait le contrôle, Pietro a l'impression qu'on lui a enfoncé un pistolet dans le bas du dos. Il est renvoyé dans le site 62C, qu'il le veuille ou non. Il ne sait pas si ce qui le force à retourner dans la base se trouve dans la mallette, si c'est sa propre envie incontrôlable de savoir ce qui se passe, ou si c'est le SCP-579 lui-même, mais il ne peut pas s'empêcher de franchir à nouveau la porte et d'entrer dans le site 62C. Il ne sait pas à quoi ressemble le SCP-579, mais Pietro a un sentiment sinistre que cela l'observe. Il atteint le bas de l'escalier et avance dans un couloir sombre. Le courant a été coupé il y a longtemps, et la seule lumière dans les profondeurs du site 62C est la lueur faible provenant du casque de la combinaison SCP-5000. Pietro remarque de longues entailles le long des murs en béton, comme si quelqu'un avait pris un couteau géant et l'avait traîné d'un bout à l'autre du couloir. Pietro n'arrive pas à distinguer quelque chose au bout du couloir. Lorsqu'il s'approche de Ligny, les lumières de la combinaison SCP-5000 se mettent à clignoter. La chose au bout du couloir semble bouger légèrement chaque fois que les lumières de la combinaison s'affaiblissent. Les lumières de la combinaison s'éteignent complètement et tout le couloir est plongé dans l'obscurité. Mais seulement un instant, et quand les lumières reviennent, une statue de soldat mobile Task Force surplombe Pietro. Ses yeux sont des orbites vides, ses lèvres retroussées en un rictus, et ses bras ont été limés en lames. Non! Pietro hurle, il esquive la statue. Au moment où il ne la voit plus, il entend le bruit de lames sur le béton. Alors que la statue du soldat prend vie et commence à taillader le couloir, elle ne peut pas voir Pietro, mais elle sait qu'il est là. Elle frappe tout autour, essayant de toucher quiconque se trouve là avec elle. Pietro court jusqu'au bout du couloir et atteint une porte. Il pousse contre la lourde porte en métal pour l'ouvrir, forçant contre son poids, tandis que la statue aveugle continue de frapper, se rapprochant de plus en plus. La porte est presque ouverte, mais Pietro sent alors une lame lacérer l'arrière de sa combinaison, entaillant profondément la peau de son dos, manquant la moelle épinière de quelques millimètres.
Une autre lame transperce son épaule de l'arrière vers l'avant. Malgré tout, il se faufile par l'ouverture de la porte et la referme d'un coup de pied derrière lui. Il entend les coups et les bruits de lames derrière la porte métallique. La créature n'a pas abandonné et essaie de forcer l'entrée. Pietro se retourne et voit qu'il se trouve dans une salle d'observation remplie d'instruments et d'écrans. Le sang s'écoule de son dos, blessé par la statue. Il avance doucement vers la fenêtre. Sur le bureau devant lui se trouve un dossier intitulé SCP-579. Il observe la chambre en contrebas à travers la vitre d'observation. Il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit, mais Pietro sent que SCP-579 est là en bas en train de le regarder. Pietro aperçoit un trou dans le sol sur sa gauche. Il s'approche et regarde en bas et cela mène directement à la chambre de confinement de 579. « Finissons-en », dit Pietro à voix haute. Il tient la mallette au-dessus du trou et essaye d'ouvrir la main. Son doigt ne bouge pas. SCP-579 veut qu'il remette la mallette en main propre. Pietro Wilson prend une profonde inspiration, ferme les yeux et entre dans l'ouverture du trou. Il tombe. Avant d'atterrir dans la chambre de confinement de SCP-579, une pensée lui traverse l'esprit. Il réalise qu'il ne deviendra pas un héros. Il ne va pas découvrir pourquoi la Fondation SCP essaie d'anéantir l'humanité et il ne va pas survivre. Il atterrit brutalement sur le sol dans l'obscurité totale. Seule une ombre bouge dans le coin de la pièce. Pietro Wilson rédige un ultime journal. Si quelqu'un le lit un jour, de grâce, découvrez pourquoi. Expliquez-le-moi, quelqu'un, n'importe qui. Je ne comprends pas, je ne comprends tout simplement pas. SCP-579 s'avance dans la lueur émise par la combinaison SCP-5000. Pietro Wilson le regarde. « Ah, donc c'est comme ça. » dit-il avant que SCP-5000 ne crée son dernier journal. Signes de vie perdus, signes vitaux perdus. SCP-5000 est apparu dans un éclair de lumière dans la chambre de confinement de SCP-579, située sur le site 62C. Les chercheurs surveillant SCP-579 n'avaient aucune idée d'où venait la combinaison, ni pourquoi elle contenait le corps de Pietro Wilson, un employé de la Fondation affecté au site 06 et bien vivant. Wilson semble ne rien savoir de SCP-5000, ni avoir de souvenir des événements enregistrés dans les bases de données de SCP-5000. Bien que l'on pense que la combinaison ait été capable, à un moment donné, de plusieurs fonctions et capacités anormales, les dommages qu'elle a subis l'ont rendue inutilisable, à l'exception du stockage de fichiers de données qui ont maintenant été archivés et stockés sur des serveurs sécurisés de la Fondation. Mais est-ce vraiment le cas ? En réalité, l'histoire de Pietro Wilson et de SCP-5000 est l'un des événements les plus complexes et mystérieux de l'univers SCDA. Vous avez des questions ? Nous avons les réponses. Pourquoi Pietro ? Qui avait-il dans la mallette ? Que s'est-il exactement passé à la fin de l'histoire ? Et peut-être plus important encore, pourquoi la Fondation SCP a-t-elle abandonné sa mission et fait de la destruction de toute l'humanité sa nouvelle directive principale ? Chaque fois que vous avez affaire à des réalités fragmentées et à des cauchemars qui font fondre l'esprit, il y a forcément plusieurs interprétations et nous sommes impatients d'expliquer ici l'une des plus populaires. Bientôt, vous saurez tout, mais pour le découvrir, nous devons commencer par le début. Pietro Wilson, employé de la Fondation, travaillait au site d'exclusion 06. Cependant, les opérations normales ont été interrompues lorsqu'une force d'intervention mobile, devenue escouade d'exécution de la Fondation, a fait irruption et a commencé à exécuter les employés, dans le cadre de leur plan d'anéantir l'humanité. Pietro a eu de la chance cependant et il a réussi à trouver SCP-5000, ce qui l'a rendu indétectable pour l'escouade mobile Task Force envahissante. Cela nous amène à notre première question. Pourquoi Pietro ? Et comment le fait de tuer le personnel de la Fondation aide-t-il à faire avancer l'objectif du Conseil O5 de renverser l'humanité ? La réponse à ces deux questions a tout à voir avec le site où Pietro et ses collègues se trouvaient lorsque l'attaque a eu lieu. Site d'exclusion 6. Les sites d'exclusion sont un type très particulier de site de la Fondation qui utilise la même technologie que la boîte de Scranton, un conteneur utilisé pour protéger des objets importants contre les altérateurs de réalité, mais à une échelle bien plus ambitieuse. Grâce à l'utilisation de cette technologie, ces sites d'exclusion sont essentiellement résistants aux scénarios de restructuration de classe CK et aux anomalies temporelles. Ce sont des situations où la réalité, voire l'histoire, est modifiée par une entité puissante. Cela en fait un endroit parfait pour le personnel souhaitant organiser une révolte lorsque leurs dirigeants ont décidé d'anéantir l'humanité.
La fondation souhaitait éliminer le personnel stationné sur ces sites protégés par mesure de précaution, avant de passer à la phase principale de leur plan. Mais cette attaque n'était qu'une partie du plan plus vaste de la fondation visant à purger leurs rangs des dissidents avant de mettre en œuvre leur mission finale. Afin de s'assurer qu'il ne restait aucune menace interne pouvant mettre en danger la nouvelle directive principale, la Fondation a assassiné tout le personnel des sites d'exclusion, traqué et éliminé tous les employés démissionnaires et tué tous les SCP humanoïdes ou sympathisants des humains, ne laissant personne capable de les arrêter. Ou du moins, ils pensant qu'il ne restait plus personne. Pendant ce temps, Pietro s'est équipé et a quitté les lieux. Alors, pourquoi Pietro ? Parce qu'il a eu de la chance et il est tombé par hasard sur SCP-5000. Il n'était pas l'élu, ni exceptionnel d'aucune manière, si ce n'est par sa détermination à aller jusqu'au bout de sa quête de réponse. Pietro aurait pu être n'importe qui d'entre nous dans cette situation. Pietro a découvert un monde en désarroi après son évasion. Les SCP avaient été libérés à l'échelle mondiale, détruisant les infrastructures, massacrant les civils et assassinant des personnalités politiques clés. La Fondation était même devenue publique, pour la première fois de son histoire, avec sa nouvelle intention de détruire tous les humains. Pietro décida de se rendre au site 19 pour aller au fond de leur folie. Sur la route, il aperçut des membres de la force d'intervention mobile effectuant un étrange rituel de poignardage pour tester leur résistance à la douleur. Cela allait être important plus tard. Comme beaucoup de petits moments dans l'histoire de SCP-5000, ce sont des pièces de puzzle qui peuvent être assemblées pour créer la véritable image de ce qui se passe au milieu du chaos. Au site 19, parmi les employés de la Fondation aux yeux morts complotant des massacres, Pietro trouva de précieuses informations cruciales. Là, il apprit l'existence du projet Pneuma, une initiative approuvée par le Conseil O5 visant à cartographier la psychosphère humaine, autrement appelée l'inconscient collectif. Il trouva également un vote expurgé et unanime du Conseil O5 et du Comité d'éthique, ainsi qu'une série de directives expurgées envoyées au personnel supérieur et aux directeurs de site, ce qui provoqua une vague de suicides et de démissions. Au cours de ses recherches, Pietro découvrit également une seconde série de directives envoyées aux directeurs de site restants et au personnel supérieur, comprenant la phrase « Endurcissez votre cœur ». Ces instructions sont parfois appelées « le remède ». Bien que Pietro n'ait pas encore le contexte pour tout relier, ce sont là des indices essentiels sur ce qui s'est passé. Le projet Pneuma est ce qui a incité la Fondation à vouloir détruire l'humanité. Éliminer les humains est en réalité secondaire par rapport à l'éradication de quelque chose d'autre qui se cache dans la psychosphère humaine. Il s'agit à nouveau de l'inconscient collectif de l'humanité. Le Conseil O5 et le Comité d'éthique ont approuvé ce projet à l'unanimité, ce qui revenait à décider de brûler une maison pour tuer l'habitant à l'intérieur. Sauf que dans ce scénario, l'humanité, c'est la maison. Alors, qui ou quoi est exactement l'habitant ? Vous le découvrirez bientôt. La chose suivante dont Pietro se souvint, c'est qu'il était assis à l'autre bout du pays, sans aucun souvenir des 3 derniers mois. Il portait également une mallette, sans savoir ce qu'elle contenait, si ce n'est qu'elle n'était pas ronde. Il avait aussi une étrange compulsion à livrer la mallette à SCP-579 pour des raisons qu'il ne comprenait pas entièrement. Mais il espérait qu'en le faisant, cela lui apporterait des réponses. Pietro ignorait peut-être ce qu'il détenait, mais nous le savons. L'indice ici n'est pas rond, c'est le seul fait confirmé à propos du SCP-055, également connu sous le nom d'Antimème. C'est un SCP dont la principale propriété anormale est d'être littéralement inconnaissable. Les personnes qui l'observent oublient ce qu'elles ont vu et n'ont aucun souvenir d'avoir regardé 055 en premier lieu. C'est pourquoi la mallette a pu servir de bouton de saut personnel à Pietro. Pietro parcourait physiquement la distance qu'il traversait, mais chaque fois qu'il ouvrait la mallette et regardait SCP-055, il oubliait cette période de temps, donnant l'impression qu'il avait simplement sauté en avant. La chose vers laquelle il sautait, SCP-579, est un SCP tout aussi mystérieux et extrêmement dangereux, contenu dans le site 62C. Personne ne sait vraiment ce qu'est 579, seulement que c'est une anomalie tellement dangereuse que l'intégralité du site 62C a été construite pour la contenir. Quelle est l'importance de réunir ces deux personnes ? L'importance cruciale de l'ultime mission de Pietro sera bientôt évidente, tout comme cela. Pietro a poursuivi son voyage avec la mallette, rencontrant encore plus d'horreurs et d'innombrables morts sur son chemin. Il trouva du réconfort en rencontrant un groupe de soldats de la coalition occulte mondiale.
discutant de l'interrogatoire d'un membre capturé du personnel de la Fondation nommé Samuel Ross. Deux citations du discours énigmatique de Ross sont particulièrement pertinentes ici. La première, en réponse à la menace de torture, était « Faites ce que vous voulez ». Une fois que vous réalisez que vous n'êtes pas censé ressentir la douleur, il n'y a plus rien à craindre. La deuxième, après avoir vu mourir ses ravisseurs, était « Regardez ce que vous vous êtes infligé ». Je vous avais dit que vous n'aimeriez pas ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous entendez votre voix, mais vous vouliez tellement savoir. Je vous aimais vraiment bien, alors j'essayais d'être gentil. Nous sommes tellement gentils avec vous, vous savez. Nous nous battons à la lumière pour que vous puissiez mourir dans l'obscurité. Dégoûtant. Ces citations vous semblent-elles un peu familières? Premièrement, comme l'a rappelé Pietro, les membres de la force d'intervention militaire poignardés plus tôt ne semblaient pas non plus ressentir la douleur. La seconde raison, c'est que décrire les gens comme dégoûtants est un adjectif privilégié par un autre SCP tristement célèbre, le SCP-682. Cela nous ramène à la cure, le document diffusé par le Conseil O5 qui ordonne aux gens d'endurcir leur cœur. Quoique la Fondation ait découvert dans la psychosphère humaine, c'est apparemment la cause de toute souffrance et donc, lorsque la Fondation l'a découverte, ils ont pu s'entraîner à ne plus ressentir la douleur. Et en ce qui concerne la référence au SCP-682, il s'agit d'un être qui méprise la vie et certains pensent que la raison pour laquelle 682 a cette conviction, c'est qu'il a toujours su ce que la Fondation a récemment découvert grâce au projet Pneuma. Des journaux de texte décryptés dans les dossiers de la Fondation ont confirmé cela dans un échange de documents entre O51 et Tejani, le chef du comité d'éthique de la Fondation. Dans leur conversation, ils ont confirmé l'existence du remède qui a privé le personnel de tout, de la douleur à l'empathie, et qui a été diffusé parmi le personnel avant le massacre, ainsi que l'alignement idéologique soudain de la Fondation avec le SCP-682. Et ils ont aussi découvert autre chose, simplement appelée CA. Quoi que ça ait été, c'était la raison pour laquelle le commandement de la Fondation a décidé d'anéantir l'humanité. Mais qu'est-ce que ça a ? Qu'est-ce qui pouvait être si grave pour justifier l'extermination de l'humanité entière? Peut-être que le plus surprenant, c'est que Pietro est tombé sur la manifestation physique de la créature, et il n'y a presque pas prêté attention, trop occupé à éviter les attaques des statues ressemblant à des mantides clignotantes. Pietro a tout de même consigné une note dans son journal, décrivant l'étrange entité, la décrivant comme une personne étirée, comme si l'espace autour d'elle était étiré et qu'elle-même était étirée avec lui. Leur corps s'étendait du sol jusqu'aux nuages et leurs mâchoires formaient des angles droits. Il y avait aussi ces espaces, des vides noirs autour de son corps, comme des ailes. Le personnel de la Fondation luttait contre cette étrange entité, tirant dessus sans effet. Cette créature, ce ça, est un être qui habite la psychosphère humaine, ce qui signifie qu'elle existe dans l'esprit de tous les humains à un certain niveau, les poussant et les manipulant vers des fins mystérieuses. Que peut-elle faire? Que veut-elle? Il semble que les seules personnes qui savent sont le Conseil O5 et le comité d'éthique de la Fondation, qui ont eu accès au rapport NUEMA, mais quoi qu'ils aient vu, ils ont estimé qu'il valait la peine d'exterminer toute l'humanité juste pour l'arrêter. Comme l'indique le vote unanime du comité d'éthique, l'homicide était un choix plus éthique comparé à l'alternative. Son influence est probablement aussi ce qui a donné à Pietro le fort désir subconscient d'unir la mallette contenant SCP-055 avec SCP-579, même au prix de sa propre vie. Cela nous amène à notre dernière question. Pourquoi était-il si important d'unir SCP-055 et SCP-579 et à quoi servait cet acte, alors que Pietro, blessé par les œillères et osé à l'agonie, a finalement livré la mallette dans la chambre de confinement de 579. Il a reconnu qu'il n'était pas un héros. Mais c'est là que Pietro se trompait. Après la destruction de SCP-2000, Pietro contrôlait l'un des seuls moyens restants de sauver le monde. La combinaison des effets anormaux de 055 et de 579, tels qu'exposés dans la proposition de Raji et l'article concernant SCP-2998, constitue l'atout ultime de la Fondation pour empêcher un scénario de fin du monde de classe XK. Si les deux sont réunis lors d'un tel scénario, l'univers est réinitialisé à une époque antérieure au début du scénario de classe XK, et cela empêche qu'il ne se produise. Dans ce cas, Pietro a uni les deux, créant une nouvelle réalité où le projet Pneuma n'a jamais été lancé et n'a jamais été découvert, évitant ainsi l'apocalypse.
Le cadavre du pauvre Pietro mort et la combinaison SCP-5000, très endommagée qu'il portait, étaient les seules preuves que cette réalité alternative ait jamais existé. Cela signifie que la collaboration entre Pietro Wilson et la combinaison sur laquelle il est tombé par hasard a littéralement sauvé l'univers tel que nous le connaissons d'une fondation qui était devenue incontrôlable. À cet égard, il est l'un des plus grands héros que l'univers ait jamais connu, même si ses actions n'étaient pas entièrement les siennes. Après tout, il a reçu un coup de main de la combinaison et un autre de ceux-là qui rôde encore dans tous nos esprits, heureusement resté inaperçu jusqu'à ce jour. Quel était son grand plan ou objectif qui a déclenché toute cette folie? Quiconque l'a jamais su avec certitude réside dans un univers qui n'existe plus. Et nous ne pouvons qu'espérer qu'une histoire qui n'a jamais eu lieu soit d'une manière ou d'une autre incapable de se répéter dans le nôtre.